Pourquoi est-ce que tu te sens libre? Voilà une question que personnages et lecteurs nous posons tout au long de la découverte de l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, manga créé par Hajime Isayama, traite d'une histoire se déroulant dans un monde où les derniers vestiges de l'humanité vivent entourés de gigantesques murs afin de se protéger des titans, des créatures humanoïdes géantes qui dévorent les humains sans raison apparente. Le récit commence avec Eren, Mikasa et Armin, trois amis d'enfance qui vivent dans la ville fortifiée de Shiganshina. Un jour, un titan colossal surgit et détruit une partie du mur extérieur, laissant les titans envahir la ville. Cet événement marque le début d'une lutte désespérée pour la survie de l'humanité. Au fil de l'intrigue, on découvre que Eren possède le pouvoir de se transformer en titan, devenant ainsi une arme puissante contre ces monstres. L'humanité apprend également l'existence de titans intelligents, capables de se transformer à volonté et de planifier des attaques stratégiques. Ces révélations conduisent à la découverte des secrets du monde dans lequel vivent les protagonistes. L'exploration des murs, la bataille contre les titans, la découverte de la vérité sur les origines des titans et la confrontation avec des ennemis humains dotés de pouvoirs de titans contribuent à la complexité du récit. Les thèmes de la liberté, du sacrifice, de la survie et de la nature humaine sont omniprésents. La mythologie du monde de l'Attaque des Titans est également explorée. Ymir Fritz, premier titan connu, et les connexions entre les différentes familles royales et les pouvoirs des titans ajoutent des couches de mystère à l'intrigue. La véritable nature du monde, révélée dans la dernière partie de l'œuvre, élargit encore davantage la portée de l'histoire. On apprend que le monde dans lequel vivent les protagonistes est en réalité une île nommée Paradis, isolée du reste du monde, entourée d'une mer appelée l'Océan des Sables. Les Titans sont en réalité des sujets eldiens, clan des humains de Paradis, transformés par l'injection de sérum titanisé, et le reste du monde voit cette île comme une menace à éliminer. L'intrigue culmine dans la confrontation finale entre Eren et les forces du monde extérieur. Eren, devenu une figure controversée, est animé par une vision radicale de la liberté pour son peuple. La ligne entre le bien et le mal devient floue, et les protagonistes se retrouvent confrontés à des dilemmes moraux difficiles. La conclusion de l'Attaque des Titans est marquée par des retournements inattendus et des sacrifices poignants. Eren, autrefois le héros, devient une figure tragique, et ses actions suscitent des questionnements sur la nature de la liberté et de la justice. Les conséquences de la lutte contre les titans et les choix des personnages principaux laissent une empreinte sur le monde de leur époque et ses habitants. Derrière tout personnage de toute œuvre se cache un humain qui veut véhiculer une vision et des idées autour d'une histoire qui ne se veut pas forcément logique, mais tout de même plausible. Alors toi, spectateur, le temps de la consultation de l'œuvre, mets de côté ton scepticisme. Pour une œuvre aussi complexe et profonde que l'Attaque des Titans explorant les thèmes de la guerre, de la politique et des dilemmes moraux de manière complexe et nuancée, le travail de son auteur Hajime Isayama ne consiste pas à donner une explication pour tous les événements dont l'interprétation serait ambiguë. L'interprétation que je te propose n'est donc pas forcément exhaustive. Toute personne qui croit en la liberté a le pouvoir de la recréer, et le prix de la liberté des autres est parfois la sienne. Eren est un garçon qui recherche la liberté peu importe le coût. Un jour, son ami Armin lui montre un livre lui montrant qu'au-delà de leur terre, il existait un monde sans ennemis. Il s'agit donc a priori d'un événement, avec la mort de sa mère dévorée par un titan, qui le pousse à rejoindre le bataillon d'exploration pour aller hors des murs et défendre la population. Son père est mort mangé par Eren. Eren est le titan assaillant dont le pouvoir est de lire dans le futur, et plus exactement d'avoir accès aux souvenirs des futurs détenteurs de ces pouvoirs. Eren détient aussi les pouvoirs du titan originel, lui octroyant une omnipotence envers les Eldiennes. Il est en lien avec le chemin, lieu où sont créés les titans, et où sont connectés tous les Eldiennes mentalement et télépathiquement. Donc il peut communiquer avec tous les Eldiens, les stériliser, manipuler leur mémoire et contrôler les titans. Il s'avère qu'Eren du futur, via le titan assaillant, était présent et a influencé tous les moments marquants de la vie d'Eren pour le mener au futur qui était prévu. Dès le début de l'œuvre, Eren a la sensation d'être prisonnier des murs. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde tel que le colonel Hannes pour qui la liberté, c'est pouvoir travailler, manger et vivre paisiblement et en sécurité à l'intérieur des murs, ne plus avoir à se soucier de la survie. Pour Eren, il y a une réelle confusion entre la notion de liberté et cette forme de sécurité. Dans cette configuration, la vie humaine est semblable à celle du bétail.
On peut faire un parallèle avec Thomas Hobbes, philosophe qui voulait savoir pourquoi les humains se font sans cesse la guerre. Dans son livre Léviathan, il développe la théorie de l'homme à l'état de nature. L'homme est un loup pour l'homme dans une configuration de liberté extrême des individus. Dans ce cas, il y aurait une égalité parfaite puisque forts et faibles existeront, mais les forts auraient peur de se faire tuer par une association de faibles. Mais dans un tel monde, un homme ne peut rien créer et doit tuer ou se faire tuer. Pour Thomas Hobbes, l'état de nature n'a jamais vraiment existé, puisque les humains ont vite cerné la balance bénéfice-risque. Chaque fois que des êtres humains se rassemblent, s'établissent des règles de conduite, un contrat social, la liberté contre la sécurité. L'état civil et le droit nous permettraient de ne pas être contraints par la simple force des autres. Ce pacte social donnerait le droit d'usage de force légitime uniquement à l'État. Le but d'un État parfait est la sécurité des individus et l'accès à une forme de bonheur. La pyramide de Maslow n'est pas sans rappeler que les éléments de sécurité, stabilité et protection occupent une importance capitale pour chacun de nous. Il s'agit du besoin que tout être humain veut combler juste après les besoins physiologiques, boire, manger. Dans la mythologie et dans la Bible, livre de Job, le Léviathan est la créature la plus puissante sur Terre, monstre effrayant, incarnant le mal et même la fin des temps. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, le Léviathan de Hobbes symbolise le gardien de la paix entre les hommes et n'existe que parce qu'il protège les individus. Il détient le monopole de l'usage de la violence physique légitime et du pouvoir religieux. Selon Thomas Hobbes, la religion doit se soumettre à l'État mais permet de légitimer le monarque. Le seul sentiment que doit inspirer la puissance publique est, selon Hobbes, la crainte. Et la seule attitude correcte des citoyens est l'obéissance. Il doit être craint mais pas trop aimé. Comme le dit Machiavel, l'amour est trop volatile et n'est pas trop dans l'intérêt du prince par rapport à la crainte, d'où la pertinence de la monarchie absolue. Pour Hobbes, la création d'un parlement impliquerait la confrontation de plusieurs individus et recréerait donc l'état de nature. Or, l'homme n'est pas bon par nature et suit ses bas instincts. Le monarque doit donc être seul pour assurer la sécurité en limitant le Béhémoth, monstre anti-Léviathan, allégorie de la guerre civile. Sinon, cela signifierait que l'État Léviathan a failli à sa mission. Au sein de l'État Léviathan, les sanctions doivent être à la hauteur du crime et dissuasives, et la trahison de l'État est le pire des crimes. Mais les sanctions ne doivent pas être trop insensées en termes de violence, sinon cela instaurerait un climat de peur générale. Tous les individus veulent vivre. On ne doit pas sanctionner pour ça, par exemple, quelqu'un qui volerait du pain pour se nourrir. Le Léviathan représente une balance entre la compréhension et la fermeté. Revenons-en à Eren qui veut tout connaître et explorer, réaliser ce qu'il souhaite. Il s'oppose à tout, ce qui peut nuire à sa liberté, donc à tous les humains hors opprimés. Car le monde entier a conscience de cette oppression, mais n'assiste pas pour autant les Eldiens. On apprend que ce sont les humains qui sont à la source de tous les maux des Eldiens depuis le début. Eren le réalise directement, lorsqu'il arrive au niveau de la plage, au bord de leur île, avec cette symbolique scène. Les titans détruisant les murs au début de l'histoire sont des enfants soldats. Les titans déviants sont en fait des condamnés Eldiens. L'origine de toute cette terreur est l'ordre de Fritz à ses filles de manger leur mère, afin qu'elles obtiennent ses pouvoirs de titans pour apporter des victoires militaires et servir à l'expansion d'Eldia. Eren se transforme en Léviathan à la fin, inspirant la crainte, magnanime et pragmatique. Il décide d'entacher sa propre réputation auprès de son peuple, pour qu'il se détache de lui et soit plus apte à le tuer et l'arrêter. Les Eldiens seront alors libres et devenus des héros et non plus des oppressés. Eren a fini par décimer 80% de la population mondiale à l'aide des pouvoirs du titan originel dépassant l'entendement et a trouvé que le meilleur moyen d'être le plus libre dans ce monde est de le détruire. Pour le philosophe allemand Carl Schmitt, si le Léviathan a pour but de protéger la liberté des individus des menaces humaines, alors la liberté individuelle devient un absolu politique, un principe fondamental qui ne devrait jamais être compromis. En effet, les amis d'Eren le combattent jusqu'à le tuer pour l'arrêter, mais ne remettent à aucun moment en cause son droit à exalter la liberté comme il le fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce raisonnement. L'esclavage est quelque chose que les individus s'imposent à eux-mêmes. Dès le début de l'œuvre, Eren a la sensation d'être prisonnier des murs. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde tel que le colonel Hannes pour qui la liberté, c'est vivre en sécurité à l'intérieur des murs, ne plus avoir à se soucier de la survie.
L'écrivain humaniste Étienne de la Boétie soutenait une thèse dans son discours de la servitude volontaire. Contrairement à ce que beaucoup croient, la servitude n'est pas imposée par la force, mais est volontaire. Les humains peuvent renoncer à leur liberté pour 4 raisons. La première est dans le cas d'un malencontre, un accident tragique assez long pour faire oublier le niveau de liberté d'avant. La seconde est le pain et les jeux, assouvir les besoins de base. La troisième, puisque le pain et les jeux ne sont pas suffisants pour assouvir les plus instruits, est la complicité. Une hiérarchie sociale offre des privilèges et permet d'instaurer des situations de micro-domination, pouvoir, bénéfice sur d'autres personnes. De cette manière, les gens ne remettront pas en question le système tant qu'ils en bénéficient. La dernière raison, cette fois-ci pour laquelle la liberté devient un tabou, est la condamnation morale, telle que la superstition ou le châtiment dans la religion. Eren, en quête de liberté, sera prêt à tout sacrifier pour changer ça. Par exemple, intégrer le bataillon d'exploration, refuser d'aller dans la brigade spéciale proche du roi et bien protégée. Eren, dans la saison 4, tel Antigone, incarne la loyauté envers sa famille, amis, peuple et les lois supérieures, défiant les lois des hommes et acceptant le sacrifice ultime pour ses convictions. En l'occurrence, il décide d'entacher sa propre réputation auprès de son peuple, pour qu'il se détache de lui et soit plus apte à le tuer et l'arrêter. Au moins, il aura suivi sa conception de la liberté jusqu'au bout. Je rappelle l'histoire d'Antigone qui, en désobéissant au décret du roi Créon qui interdit l'enterrement de son frère Polynice, se place en opposition directe avec la loi de la cité. Antigone justifie ses actions en suivant la loi divine qui, selon elle, exige le respect des rites funéraires. Prête à tout pour lutter contre l'injustice et le manque de liberté, elle n'accepte pas non plus la peine de mort et décide elle-même de se suicider. La tragédie de Sophocle met en lumière le dilemme moral d'Antigone et questionne la légitimité des lois humaines face à une éthique plus profonde. La mort d'Antigone pose des questions intemporelles sur la nature de la justice, la loyauté envers la famille et le conflit entre les loyautés divines et terrestres. La mort d'Antigone incarne aussi le prix élevé que peut coûter la résistance individuelle face à des lois perçues comme injustes, soulignant ainsi la complexité des choix moraux dans le contexte de la vie humaine. Cette notion de servitude volontaire est omniprésente dans l'attaque des Titans. On peut faire le parallèle avec Mikasa qui voue sa vie à Eren peu importe ses choix. Et c'est d'ailleurs elle qui l'empêche qu'Eren ne meure pour ses choix tout au long de l'histoire. Un autre personnage volontairement servile est Ymir, esclave du roi Fritz. Elle a voué sa vie au roi Fritz en raison de son amour paradoxal pour lui, et finit même par mourir en le sauvant d'un tir de lance qui le visait. Elle qui détenait le pouvoir le plus puissant que l'humanité n'ait jamais connu. Alors mon ami, je te repose la question. Te sens-tu libre? Si tu as bien regardé la vidéo jusqu'à la fin, commente en mettant le mot liberté à la fin de ton commentaire.